personnellement, je considère qu'il y a des choses très positives dans le salariat. Justement, toutes ces contreparties qui ont été acquises de haute lutte par les salariés et leurs organisations syndicales et qui obligent les employeurs à respecter un certain nombre de droits, de normes, à cotiser pour assurer quand même des revenus hors travail aux salariés. Donc il y a quand même un certain nombre de garanties. Il y a ces inspecteurs du travail, ces médecins du travail. Je pense qu'il faudrait les accroître, se battre pour que ces garanties, ces droits, ces responsabilités des employeurs soient de plus en plus importantes, mais je crois qu'il faut les déconnecter de la subordination qui semble, aux yeux de tous, à l'heure actuelle, être la contrepartie naturelle et légitime de toutes ces garanties, ces droits et ces possibilités que les salariés ont par ailleurs. Il y a cette idée d'une interaction. Si on est subordonné, on a des droits parce que c'est la responsabilité de l'employeur, et inversement, puisqu'on a des droits et c'est la responsabilité de l'employeur, on lui est subordonné. Ça, c'est quelque chose qui a été naturalisé dans tous les esprits. Je pense qu'il faut tordre ce lien de réciprocité et considérer que quand on travaille dans une entreprise, qu'on engage sa force de travail, son temps, ses compétences, effectivement, on a droit à un certain nombre de garanties pour sa santé physique et mentale, mais aussi pour ses besoins en dehors du travail, de santé, de retraite, pour toute une série de raisons, on en a besoin. Mais cela dit, je pense que le fait de contribuer par son activité, ses compétences, ne doit pas induire automatiquement un rapport d'obéissance systématique et de dépendance et hiérarchique et donc de subordination. À partir du moment où on s'engage dans une activité au sein d'une entreprise qui n'appartient pas au patron, qui appartient à tous les salariés qui contribuent à la rendre vivante, à partir de ce moment-là, en tant que professionnel, ayant des règles de métier, des valeurs morales, des valeurs éthiques et personnelles, eh bien, il est normal qu'on fasse partie de collectifs où l'on puisse délibérer ensemble sur les conditions de la mise au travail et donc peser sur l'organisation de son propre travail, peser sur les objectifs de son propre travail. Ça me semble être quelque chose de tout à fait normal. Donc je pense qu'il faut casser cette construction qui trouve absolument légitime et incontournable cette idée de subordination sous prétexte qu'on est salarié dans une entreprise. Non, on devrait être salarié dans une entreprise et avoir le droit, collégialement, de peser sur les orientations de son travail, sur la qualité de ce travail, de manière à pouvoir y retrouver un sens collectif. Je considère que les entreprises, c'est un bien commun. Ça n'appartient pas quoi qu'en pensent les directions d'entreprise, ça n'appartient pas au patronat. Parce que, je le redis comme j'ai dit tout à l'heure, mais en 1999, le Conseil national du patronat français a transformé son intitulé et s'est appelé le Mouvement des entreprises de France. C'est-à-dire que le patronat a considéré que les entreprises, c'était lui. Ça, c'est une idée totalement fausse. Les entreprises n'existeraient jamais, évidemment, s'il n'y avait pas tous ces hommes et toutes ces femmes qui mettaient à contribution leur intelligence, leur force de travail, leurs compétences pour produire un service ou un bien. Donc, les entreprises n'appartiennent pas à ceux qui les dirigent, mais appartiennent à la communauté. Alors, ça devrait déboucher sur le fait de ce que j'évoquais tout à l'heure de délibération collective pour décider de l'organisation du travail, mais également sur la répartition aussi des profits, permis grâce à l'engagement de chacun dans le travail. À gauche, on considère effectivement que le poids qui pèse sur les salariés devient de plus en plus lourd et qu'il faut essayer de limiter l'asservissement que vivent les salariés dans leur travail. Donc on préconise, par exemple, comme le fait le Parti communiste français, de réduire le plus possible la durée du travail, c'est-à-dire qu'au moins les individus auront plus de temps pour vivre autre chose en dehors du travail. Ça sera moins dur à supporter. Et puis il y a ceux qui préconisent un revenu d'existence universel, comme chez nous Benoît Hamon, qui était le candidat socialiste aux élections présidentielles et qui dit, en dehors de leur participation au salariat, il faut que les gens aient un minimum vital qui puisse leur permettre de vivre, mais aussi surtout de pouvoir quitter
le salariat si c'est trop dur et de faire peser un peu leurs exigences sur leur patron dans la mesure où ils ne dépendent pas entièrement financièrement de ce patron. Donc ça, c'est un peu une vision de gauche qui consiste à dire le salariat, c'est une condition de travail et de vie qui est de plus en plus difficile. On parle de burn-out, de suicide, etc. Donc limitons son emprise sur la société. Et de l'autre côté, il y a les représentants des directions, le MEDEF par exemple en France, et puis les intellectuels néolibéraux qui disent le salariat, c'est aussi beaucoup d'exigences et beaucoup de responsabilités pour le patronat qui se sent trop contraint par tous les droits, les acquis, les garanties dont les salariés bénéficient, qui sont étouffés par la médecine de travail, un code du travail surdimensionné, par les CHSCT. Enfin, voilà, il faut sortir un peu de tout ça. Donc, il plaide pour un amenuisement des contreparties liées au salariat. Et puis, il s'essaye à d'autres formes d'usage des compétences et de la force de travail qui ne dépendraient pas directement d'eux, et c'est ce qu'on connaît bien sous la forme de l'ubérisation, sous la forme de l'auto-entrepreneuriat, où il y a une dépendance économique, puisque le client exige un certain nombre de comportements, mais en même temps, il n'y a pas cette responsabilité en tant qu'employeur. Donc c'est un peu deux versions, l'une qui consiste à dire, voilà, le salariat c'est trop dur, limitons son emprise, et de l'autre, le salariat c'est un joug pour le patronat, il faut desserrer les contraintes, donc on plaide pour un desserrement de ces contraintes, diminution du code du travail, etc. Mais en même temps, on essaie de trouver des modalités de mise au travail dans le cadre d'une dépendance économique, mais qui ne passe pas par le salariat. Désormais, les organisations syndicales devraient pouvoir interférer dans les questions d'organisation du travail, les questions même de définition des tâches, de définition des missions auxquelles les salariés sont confrontés. Le problème qui existe, notamment en France, que je connais mieux du point de vue syndical, c'est que il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de savoir-faire justement syndical en ce qui concerne les questions d'organisation du travail. Pendant les 30 glorieuses, les années 50, 60, 70, où les organisations étaient très combatives et arrachaient beaucoup d'avantages, elles se sont focalisées sur une politique de dédommagement des salariés par rapport aux pénibilités qui s'accumulaient. Donc elles arrachaient des primes, elles arrachaient les augmentations de salaire, mais aussi des primes. Primes de toxicité, primes d'insalubrité, primes de travail de nuit, primes de travail en équipe, mais elles n'avaient pas une politique revendicative en ce qui concernait ce que devait être un bon travail, ce que devrait être l'organisation du travail. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'était ne pas aider le patron à trouver des bonnes solutions pour exploiter les ouvriers. Une autre aussi, c'est qu'à partir du moment où on met le doigt dans l'engrenage de la redéfinition de l'organisation du travail, on risque de dresser des catégories socio-professionnelles les unes contre les autres. Parce que là où on va améliorer la définition des tâches pour les personnes les moins qualifiées, c'est peut-être en grignotant un peu de tâches des salariés qui sont au-dessus, et donc on risque de sortir de cette notion d'une classe ouvrière solidaire, compacte et homogène. Donc les organisations syndicales se sont détournées de ces questions d'organisation du travail. Et le fait est que dans le monde actuel, il n'y a pas non plus de modèle alternatif à cette organisation de taylorisme relooké à travers un management modernisé. On n'a pas d'exemple au monde qui soit efficace, performant, où la professionnalité des salariés soit respectée. Donc tout est à inventer. Et en France, ça se fait à un moment donné où les organisations syndicales sont en mauvaise passe. Elles n'ont pas la représentativité à laquelle elle pourrait prétendre. Et donc, ce sur quoi il se focalise essentiellement, c'est sur la souffrance au travail, le burn-out, les suicides, avec une petite dérive, comme certains syndicalistes disent, de prise en charge d'une activité d'assistante sociale. Au lieu de défendre les enjeux collectifs, on va s'intéresser, et c'est important, c'est très important, il faut le faire, à des salariés en souffrance, à des salariés qui vont mal. Donc je pense qu'il y a tout un effort syndical à faire, à mon avis en France, sur la base quand même d'une recomposition un peu plus unitaire, parce qu'on a un nombre extrêmement émietté de syndicats,
certains sont plus ou moins proches et pourraient se rassembler et développer de façon aussi citoyenne des modèles alternatifs d'organisation du travail plus respectueux de la professionnalité des salariés, mais aussi de la satisfaction des consommateurs et de l'avenir de la planète.